Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette édition 2022 de Time World et tout aussi ravi pour cette deuxième conférence de la matinée d'accueillir Benjamin Fuchs. Benjamin qui est donc professeur des universités et qui est également donc membre du LPTHE, le laboratoire de physique théorique et hautes énergies, ici à Jussieu, n'est-ce pas? Benjamin est spécialiste du modèle standard et des théories au-delà du modèle standard. Il a notamment travaillé sur la supersymétrie et il va s'interroger aujourd'hui sur le fait de savoir s'il est encore intéressant de construire de telles théories au-delà du modèle standard. Je vous demande d'accueillir Benjamin Fuchs. Je vais essayer de répondre à la question que vous voyez sur le transparent au-dessus de moi. Faut-il construire encore des modèles au-delà du modèle standard de la physique des particules? Est-ce que ça vaut encore la peine de faire ce genre de recherche aujourd'hui, en 2022? Alors, pour répondre à cette question, je vais diviser l'exposé en vraiment deux grosses parties. Tout d'abord, parler du modèle standard. Qu'est-ce que c'est? Où on en est? Et ensuite, pourquoi ce modèle standard et le fait qu'il marche plus ou moins bien ou pas fait qu'on va devoir aller au-delà. Finalement, en dernière partie d'exposé, si j'ai le temps, si je n'ai pas le temps, c'est pas grave, je vais un peu vous montrer comment moi, dans le cadre de mes recherches, j'essaye de sonder cette théorie au-delà du modèle standard, essayer de dégoter des phénomènes nouveaux. Alors pour parler du modèle standard, j'aime bien démarrer d'une définition de la physique. Et pour trouver une bonne définition de la physique, le mieux qu'on puisse faire, c'est prendre un dictionnaire. Et si je prends le dictionnaire, je vois que la physique, c'est la science qui décrit la matière et ses interactions. Donc c'est une définition super générale. On peut l'appliquer à peu près n'importe quel domaine d'énergie ou de grandeur. Et pour la physique des particules, donc la matière, ce sont les constituants élémentaires, les blocs de base qui constituent toute la matière qui est dans l'univers. Et pour les interactions, ça va être les interactions qui vont faire que ces différents blocs de base vont interagir les uns avec les autres. C'est ça qu'on va essayer de construire. Alors, le modèle standard, c'est une théorie qui s'est développée dans les années 60, 70 et après. Mais pour vraiment comprendre comment on en est venu à ça, il faut remonter au début du XXe siècle et au début de la physique nucléaire, la physique atomique. Et dans les années 1900-1910, on savait que tous les atomes qui nous entouraient étaient faits de trois objets, des protons et des neutrons qui faisaient une sorte de noyau atomique, et autour de ce noyau orbitaient des électrons. Donc trois particules pour décrire toute la matière, ça c'est ce qu'on savait en 1911. Presque. Puisqu'en fait, il y avait quelque chose en plus, il y avait les premières études de radioactivité, et ces études nous montraient qu'on a un certain noyau atomique ici, qui va se désintégrer en un autre noyau, ici à droite, et si on regarde, il y a une des boules bleues qui a un neutron, qui est devenu un proton, une boule rouge, et ça s'accompagne de l'émission d'un électron, donc c'est la particule qu'on voit ici en orange, et les études sur base de la relativité restreinte de l'époque ont montré qu'en fait, une partie de l'énergie disparaissait, et on a supposé qu'elle était emportée par une particule invisible, un neutrino, et cette particule a ensuite été détectée. Donc 4 blocs de base pour expliquer toute la matière. C'était le point de vue de la physique en 1911. Puis là, j'aime bien rappeler une petite citation de Lord Kelvin qui nous disait, bon voilà, on sait tout, la physique c'est terminé, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire des mesures de plus en plus précises, et voilà, fin de l'histoire. Heureusement pour nous, il avait tort. Sinon, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc, un petit peu plus tard, les années 20, les années 30, toujours au XXe siècle, on avait nos accélérateurs. Donc, il n'y avait pas d'accélérateur comme au CERN, le grand collisionneur de hadrons, dans les années 1920-1930. La vie était beaucoup plus simple. On prenait une plaque photographique, on allait en haut de l'aiguille du Midi dans les Alpes, et on attendait qu'un rayon cosmique nous tombe dessus. C'était comme ça que ça marchait. Et ça nous donnait des enregistrements comme celui qu'on voit là à droite. Donc, on avait des traces de particules et on pouvait remonter à leurs propriétés. Un petit peu plus tard, on a eu les premiers vrais accélérateurs qui ont vu le jour, où là, grâce à des champs électriques et magnétiques, on avait des faisceaux de particules, on pouvait contrôler leur trajectoire, faire qu'ils se collisionnaient en certains points. Et donc là, c'est un petit peu mieux, parce qu'au lieu d'attendre bêtement qu'un rayon cosmique nous tombe dessus, on peut contrôler les collisions et les avoir là où on veut, là où il y a nos détecteurs. Et ces manipulations, ces expériences, ont fait qu'on a découvert de nouvelles particules qui ont un petit peu complexifié la vision de la physique du début du XXe siècle. Donc là, on voit nos 4 blocs de base, protons, neutrons, électrons et neutrinos. Un petit peu plus tard, on a découvert le muon, une sorte de gros électron. Toujours un peu plus tard, on a découvert les pions, qui étaient les médiateurs des interactions fortes. Ils avaient été prédits par Yukawa dans les années 30, observés dans la fin des années 40, donc ça a mis à peu près 15 ans. Mais ça ne s'est pas arrêté là. On a découvert tout un tas de kaons,
d'autres particules, et puis encore d'autres, et là il y a plein de symboles, plein de particules différentes. Donc en fait, on est parti d'une vision très simpliste à quelque chose d'horriblement compliqué. Et en tant que physicien, quelque chose de compliqué, on n'aime pas ça. On aime bien quand il y a un principe fondateur, une symétrie derrière, une image compliquée qui nous montre en fait c'est assez simple. Dans les années 60 est alors apparu dans le modèle des quarks, où ce qui avait été proposé par les 4 personnes qu'on voit là, Gell-Mann, Zweig, Glashow et Björken, dans plusieurs articles scientifiques, c'est qu'en fait nos particules, donc tous les autres particules du transparent précédent, on a en fait 2 types de particules. On a les leptons, qui sont l'électron, le muon et les neutrinos, et puis tous les autres. Et ce que ces gens ont dit, c'est que tous les autres particules, en fait, c'était des états composites faits de quarks et d'antiquarks. Donc là, on a nos 4 quarks, le up, le down, le charme et l'étrange. Et grâce à une interaction forte, ces quarks vont se combiner pour former tous les états, toute la zoologie de particules observées jusqu'alors. Donc ça, c'était pas mal parce qu'on repart de quelque chose qui est simple. 8 particules et on décrit toute la matière dans l'univers. Donc il a fallu attendre la fin des années 60 et le début des années 70 pour découvrir qu'en fait, cette proposition était la vraie vie. Donc on a observé ces quarks, les 4 quarks ont été observés, on a pu voir que le proton avait une sous-structure, que le proton n'était pas élémentaire, et du coup ça a validé ce modèle des quarks. Bien sûr, la physique est guidée par les anomalies, et des anomalies, il y en avait. Donc dans les années 75, on s'est rendu compte que pour observer certaines propriétés, il fallait obligatoirement avoir 6 quarks et non pas 4. Donc il y en a 2 qui ont été proposés en plus, le quark bottom et le quark top, par Harari en 75. Et ils ont été observés, donc le bottom en 77 et le quark top bien plus récemment en 1995. Pour le quark top, j'étais né, pas pour les autres. Et donc pourquoi c'était plus compliqué? Parce que la particule était juste plus lourde. Donc il faut plus d'énergie pour la produire, ça demande des expériences plus grosses. Il fallait juste que les développements technologiques arrivent et qu'on cherche au bon endroit. Donc nous avons 6 quarks. C'est bien d'avoir également 6 leptons. Et dans les années 70, toujours ces années 70, il y a eu la proposition par Tsai du lepton tau, un gros électron, mais encore plus gros que le muon. Et il a été observé en Californie peu après. Et puis finalement, si on a un lepton, il faut son neutrino, le neutrino tau, qui lui a été découvert en 2000, en fait, en juillet 2000 exactement. Et ça a complété le contenu en particules du modèle standard, qui est représenté là. Et pour je ne sais pas quelle raison, il y en a 2 qui manquent. Mais c'est... Voilà, bon. Ils étaient là sur ma version des transparents. Donc bref, on a 12 particules élémentaires, 6 quarks ici en haut, 3 leptons chargés et 3 neutrinos. Et ces particules sont classées en 3 générations par colonne. La première colonne, c'est la première génération, et ça décrit toute la matière dans l'univers. Les 2 autres colonnes, ce sont la deuxième et la troisième génération. Ce sont des copies plus lourdes de la première, des particules instables, donc ils vont se désintégrer rapidement. Et pour les produire, il faut des accélérateurs, que ce soit dans les rayons cosmiques ou dans des machines construites par l'homme. Donc voilà, c'est le contenu en particules du modèle standard. Toutes ces particules ont été observées. Ça décrit la matière. Parlons rapidement des interactions. Donc on a 4 interactions fondamentales, la gravité, l'électromagnétisme, les interactions faibles et les interactions fortes. On va commencer par parler de gravité, pour la bonne et simple raison que dans le cas du modèle standard, la gravité, on s'en fiche. La raison, elle est simple. La gravité, on sait que c'est ça qui explique comment les étoiles se déplacent dans les galaxies, comment les galaxies se déplacent entre elles. Donc ça fonctionne aux grandes échelles. Aux petites échelles, à l'échelle des particules élémentaires, la gravité, elle est ridiculeusement faible. Si on fixe la force de l'interaction forte, qui est la plus forte de toutes les interactions, à 1, la gravité, c'est 10-40. C'est 0,00, donc on a 39 zéros, et puis un 1. Donc en fait, si on veut faire un calcul pour calculer les effets de gravité, ben en fait, ça ne va rien changer au résultat. Donc on peut la négliger, et d'ailleurs, ce n'est pas plus mal, parce qu'on n'a pas la moindre idée de comment l'inclure dans le modèle standard. Donc on ne sait pas faire, mais c'est inutile, donc on ne le fait pas, et c'est très bien. Parlons alors des 3 autres interactions, et on va commencer par l'électromagnétisme, qui est une interaction qu'on connaît bien. Depuis le 17-18e siècle, on connaît ça. Aux grandes échelles, ça décrit les phénomènes d'électricité, de magnétisme, certains phénomènes en chimie, en biologie, la stabilité des noyaux atomiques. Donc l'électromagnétisme, ça marche très très bien. Aux petites échelles, c'est-à-dire aux échelles des particules élémentaires, ça va nous expliquer comment des particules chargées, donc qui ont une charge électrique, vont interagir les unes avec les autres. Et dans le cas du modèle standard, on voit les interactions comme des échanges de particules. 2 particules chargées vont interagir électromagnétiquement quand elles vont échanger un photon.
Et chaque type d'interaction va avoir ses médiateurs, donc les particules qui vont véhiculer les interactions. Alors, donc on a les photons pour l'électromagnétisme. On a également les interactions faibles qui gouvernent tous les phénomènes de radioactivité, qui expliquent la vie et la mort des étoiles. C'est grâce à l'interaction faible qu'on est là aujourd'hui. L'interaction faible serait plus forte, le Soleil serait déjà mort et on ne serait plus là. Donc c'est quelque part, le fait que c'est lent, c'est vachement bien. Et au niveau des particules élémentaires, ça va affecter toute la matière. Les quarks, les leptons, les neutrinos, ils vont tous interagir entre eux par l'échange, cette fois, de bosons faibles, les bosons W et Z, qui sont massifs. Et il nous reste la dernière des interactions, qui est l'interaction forte que j'ai déjà mentionnée. C'est celle qui va expliquer que nos quarks vont se combiner pour former cette zoologie de particules du début du XXe siècle. Et au niveau des particules élémentaires, une interaction forte, ça se modélise par l'échange de gluons, une autre particule à ajouter à notre tableau. Et aux échelles un petit peu plus grandes, ça va nous expliquer pourquoi le proton est stable, pourquoi les protons et les neutrons peuvent se combiner pour former des noyaux atomiques. Donc voici nos 4 interactions. Et dans le titre du transparent, j'ai mis 3+1, puisque comme j'ai dit, la gravité, on ne sait pas faire et on s'en fiche un petit peu. Donc le modèle standard inclut 3 interactions qui viennent chacun avec ses médiateurs. Alors pour résumer le modèle standard en 1 minute, comme c'est écrit là, c'est une théorie quantique des champs. Donc ça, c'est le cadre formel. Donc ça veut dire que c'est quantique, on a des effets de mécanique quantique. C'est relativiste, les particules se déplacent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Et il faut de la théorie des champs, où les particules vont être des excitations d'un objet mathématique un petit peu plus compliqué qui se trouve dans tout l'espace. Les interactions, on va utiliser le cadre des théories de jauge, qui vont les modéliser par des échanges de bosons, comme je l'ai mentionné dans le transparent précédent. Et tout ça a été conçu dans les années 1960-1970, et ça a donné lieu à une quinzaine de prix Nobel, de nombreuses découvertes, de nombreux défis technologiques, puisque pour découvrir toutes ces particules, il a fallu construire les expériences de zéro. Et on a aujourd'hui des mesures très précises, des prédictions très précises qu'on peut comparer. Donc c'est un cadre qui marche relativement bien. Alors vous me direz, il y a une particule dont je n'ai pas encore parlé, qui est le boson de Higgs. Je suppose que vous en avez tous entendu parler. Sinon, dans 4 jours, ça fera 10 ans qu'on l'a découvert, exactement. Donc c'est une date. Il y a plein de conférences en ce moment sur le boson de Higgs, parce que ça va bientôt faire 10 ans, le 4 juillet. Et ce boson de Higgs, parlons-en un petit peu. Donc on a un cadre de théorie de jauge qui explique toutes les interactions fondamentales. Et ce cadre, il est redoutable. On a 100 ans de données et ça les explique super bien. Par contre, il y a juste un tout petit défaut, c'est que les théories de jauge prédisent que la matière est sans masse. Et ça, bien sûr, on sait que c'est faux. La matière est massive. Donc c'est un petit souci. Donc on a 2 options. Soit on essaye de bricoler quelque chose dans le modèle qui fait que ça marche, on garde les théories de jauge et on arrive à modéliser les masses, soit on jette le tout à la poubelle. Et ce qu'on a fait, c'est la première option, et on introduit ce qu'on appelle la brisure spontanée de symétrie. Et pour l'expliquer, j'aime bien prendre ces images que j'ai piquées sur le site du prix Nobel, le prix Nobel qui est lié à la découverte du boson de Higgs. Il nous explique qu'on peut voir l'univers comme ce bol, ici, au niveau du Big Bang, avec une bille au fond. Et donc ce bol, il est symétrique. Si je le fais tourner sur lui-même, il n'y a rien qui change. Et en plus, si je pousse la bille un peu plus loin du centre, elle va retomber dans le centre du bol. Donc on a vraiment une théorie symétrique sans masse à ce niveau-là. À 10-11 secondes après le Big Bang, pour une raison que l'on ignore, il y a une bosse qui a poussé dans le fond du bol. Alors le bol est toujours symétrique. Si je le fais tourner autour de lui-même, il n'y a rien qui change. Par contre, cette fois, si je pousse la bille, elle va tomber. Et elle va choisir une direction, mais elle va tomber, puisque j'ai une symétrie de révolution. Et ce choix de direction, en fait, cache la symétrie. Et ce mécanisme, on peut l'implémenter avec les équations dans le modèle standard. Et ça nous donne une façon de générer les masses tout en gardant la symétrie de jauge. La symétrie de jauge, elle est là, le bol, il est symétrique. Si je le tourne sous lui-même, il n'y a rien qui change. Mais le fait que ma bille, elle est tombée, elle a choisi où elle tombait, elle ne retourne plus au centre, fait que la symétrie, on dit qu'elle est brisée, et ça nous permet de générer toutes les masses. Et le prix à payer pour que ce mécanisme fonctionne, c'est une particule en plus, qui est le fameux boson de Higgs. Donc sa découverte a quelque part validé l'implémentation de cette brisure de symétrie dans le modèle standard. Donc parlons à présent, essayons de répondre à la question, est-ce que ça marche? Et pour répondre si ça marche, j'aime bien montrer cette figure-là. Donc qu'est-ce que c'est que cette figure-là? C'est je vais prendre mon modèle standard avec ses paramètres libres. Les paramètres libres, je peux les fixer à n'importe quelle valeur. Et bien sûr, je ne peux pas faire n'importe quoi, j'ai les données. Donc je vais faire un ajustement des paramètres pour avoir le meilleur accord possible aux données. Et puis je vais mesurer la différence entre les données et les prédictions. Et c'est ce que montre cette figure pour une quinzaine d'observables. Et la taille de la barre, ça nous montre l'écart entre prédiction et données.
Si la barre est grande, ça veut dire qu'on a peut-être une anomalie, donc que le modèle standard n'est peut-être pas le fin mot de l'histoire. Si la barre est petite, ça veut dire qu'on a un très bon accord. Et donc cette déviation, elle est mesurée en déviation standard. On voit 1, 2, 3. Et par exemple, 1 sigma, donc une déviation standard, ça veut dire que même si j'ai une déviation, en fait, j'ai une chance sur 3 que cette déviation peut être expliquée par la théorie. 2 sigma, ça va me donner une chance sur 22, et 3 sigma, c'est une chance sur 370. Donc c'est des phénomènes statistiques, donc c'est comme si on joue à pile ou face. Si je lance 100 piles ou face, on s'attend à avoir une cinquantaine de piles, une cinquantaine de faces. Mais rien ne m'empêche de tomber à 47, ou 46, ou 2. Donc on peut quantifier la probabilité d'avoir un résultat qui n'est pas pile au milieu, et c'est exactement ce qu'on fait là. Et pour parler d'une découverte en physique des particules, il faut que cette probabilité descende à 1 sur 1 750 000. Donc on est loin de découverte là. On a vraiment un accord qui est excellent. Et c'est 1 sur 370, c'est le chiffre qui nous dit « Ah, là il y a peut-être quelque chose d'intéressant ». Tant que c'est en dessous, c'est très bien, quoi. La vie est belle. Alors voici une deuxième figure. Et cette figure-là, c'est les taux de production de tout un tas de processus au Grand Collisionneur de Hadron, le LHC du CERN. Et donc chaque colonne, c'est un processus, et on superpose la prédiction théorique aux mesures expérimentales, et on voit qu'on a un accord excellent sur une quinzaine d'ordres de grandeur. Donc ça, ce sont les processus les plus fréquents. On a des taux de production dans nos unités qui vont bien de 10 exposant 11 picobards. Et ici, on a des processus plus rares, où on a du 10 exposant moins 3. Donc on voit qu'on a une seule théorie qui nous permet de faire des prédictions sur 15 ordres de grandeur. Et ça, c'est assez exceptionnel. En tout cas, de mon avis, totalement subjectif de quelqu'un qui bosse là-dedans. Parlons un petit peu du boson de Higgs. Donc le boson de Higgs est lié aux masses des particules. Donc on peut essayer de l'observer. C'est ce qui a été fait il y a 10 ans exactement. Et cette figure-là, c'est la version 2017 de la figure de découverte du boson de Higgs, donc avec un petit peu plus de statistiques. On étudie un processus donné, peu importe ce qu'il est. Et si on prend le modèle standard sans boson de Higgs, on a le bleu plus le bleu foncé plus le vert. Et si on regarde la contribution du boson de Higgs, c'est le rouge. Et on voit que sans le rouge, on aura un désaccord total avec les données. Donc ça nous montre qu'il y a un boson de Higgs, en tout cas qu'il y a quelque chose. Maintenant, est-ce que le quelque chose a les bonnes propriétés? On sait que le boson de Higgs génère les masses des particules. Donc si on regarde la force de l'interaction du boson de Higgs avec chaque particule, au plus la particule est lourde, au plus cette force doit être importante. Et c'est ce qu'on voit sur la figure de droite. On a la masse des particules sur l'axe X et la force de l'interaction du boson de Higgs avec cette particule sur l'axe Y. Et on voit que tout s'aligne relativement bien. Donc effectivement, au plus une particule est lourde, au plus elle va interagir avec le boson de Higgs. Donc pour résumer, on a une théorie excellente, le modèle standard des particules, qui marche très très bien. Et donc on peut revenir au point de départ de cet exposé. À quoi ça sert d'aller au-delà du modèle standard? À quoi ça sert de faire ce que je fais depuis 15 ans? Et donc pour répondre à cette question, j'aimerais reciter encore une fois Kelvin. Est-ce qu'on a aujourd'hui fini avec la physique des particules? On va juste faire des mesures de précision et fin de l'histoire. Mais en fait, non. Parce que si je prends mon modèle standard, dans le modèle standard, je vais avoir quelques limitations pratiques. Il va manquer quelque chose. En plus, on a des problèmes conceptuels. Le fait que la théorie, elle pourrait se casser la figure. Et en plus, on a des anomalies dans les données. Donc je vais maintenant parler de ces trois genres de points qui font qu'on pense vraiment, on est convaincu que le modèle standard, c'est en fait la partie visible de l'iceberg, et ce qui est en dessous, on aimerait bien le découvrir. Alors comment faire ça, où aller? En fait, on n'en sait strictement rien. On n'a pas de signe dans les données. Donc quand on ne sait pas quoi faire, on fait tout. On est pragmatique, on essaye toutes les possibilités. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles idées qui voient le jour régulièrement. Ce qui serait horrible, ce serait de passer à côté d'une possibilité. Après, dès que la possibilité est là, il faut la tester dans les données, voir comment elle est contrainte, et ainsi de suite. Et c'est ça qui devient très intéressant. Alors à présent, je vais parler un petit peu de ces limitations pratiques, de ces problèmes conceptuels. Je vais donner quelques exemples qui font qu'on est convaincu qu'il faille aller au-delà du modèle standard. Et pour moi, l'exemple principal, qui est un exemple qu'on n'entend pas souvent, mais que je trouve qui est important, ce sont les neutrinos. Dans le modèle standard, il y a 3 neutrinos. Ces neutrinos interagissent uniquement par interaction faible, rien d'autre. Et les propriétés de l'interaction faible font que ces neutrinos ne peuvent pas se coupler au boson de Higgs. Conclusion, les neutrinos n'ont pas de masse. Ce n'est pas forcément un problème. À part que, dans fin des années 90, début des années 2000, on a observé que si je produisais un neutrino d'une certaine nature à un endroit, par exemple un neutrino électronique, et que j'allais l'observer quelques centaines de kilomètres plus loin,
eh ben, ce neutrino électronique pouvait changer de nature, devenir un neutrino muonique ou un neutrino tau. Donc, et ça, c'est un gros problème parce que c'est uniquement possible si les neutrinos sont massifs. Donc on a une grosse contradiction. Les neutrinos sont massifs, c'est un fait expérimental. Le modèle standard prédit des neutrinos non massifs. Conclusion, il faut étendre le modèle standard pour incorporer les masses des neutrinos. Et ça, c'est une première raison pourquoi le modèle standard n'est pas le fin mot de l'histoire. Comme deuxième exemple, je vais un peu parler de ces problèmes conceptuels que j'avais mentionnés il y a 2 minutes. Et dans le modèle standard, on a 2 échelles d'énergie importantes. On a l'échelle de masse des bosons W, Z, de X, grosso modo, ils ont tous la même masse, ce qui est 100 GeV dans nos unités. Donc un GeV, c'est la masse du proton. 100 fois la masse du proton, ça donne la masse du W, du Z, du X. Et puis il y a une autre échelle, qui est l'échelle de Planck, qui est 17 ordres de grandeur au-dessus, 10 exposant 19 GeV. Et cette échelle, c'est l'échelle où la gravité qu'on avait négligée n'est plus négligeable, puisque les forces des interactions varient avec l'énergie, c'est la mécanique quantique. À très très haute énergie, la gravité devient aussi forte que toutes les autres interactions. Et là, je sais que mon modèle standard, il faut que je le remplace par quelque chose d'autre. Et ces 2 échelles donc, sont les échelles typiques importantes dans le modèle standard. Et ensuite, il y a un autre petit point important à garder à l'esprit, c'est que le modèle standard est une théorie quantique. Ça veut dire que je vais avoir des effets quantiques qui vont me relier tous les paramètres de la théorie. Si je change un paramètre, je vais changer les prédictions pour tous les autres. Et on peut faire les calculs, et ça c'est un exemple, c'est la seule équation de cet exposé, donc il ne faut pas vous inquiéter pas. Et cette équation, ça nous donne les corrections quantiques à la masse du boson de Higgs. Et on voit que ça fait intervenir toutes les échelles d'énergie, les échelles faibles et les échelles importantes. Et ce résultat, il est là, et on voit ce lambda UV au carré, et ça c'est l'échelle haute, où on sait que le modèle standard se casse la figure. Donc on voit que cette échelle-là, elle intervient. Et puis on a une différence de masse de toutes les autres particules, donc ça nous montre qu'en fait, tout est lié. Alors ça, on peut faire le calcul, et ce n'est pas fondamentalement un problème. À part on connaît la masse du boson de Higgs, elle est mesurée. Et ça, on sait que c'est 10 exposant 19, donc 17 ordres de grandeur au-dessus de ce qu'on a mesuré. Et donc en fait, pour que ces corrections quantiques ne me poussent pas, ne me rejettent pas le boson de Higgs à l'échelle de Planck, que la masse du Higgs devient égale à m Planck, en fait, je dois aller fixer les masses de toutes les autres particules jusqu'à leur 30e décimale pour que j'ai des annulations dans cette différence qui font qu'au final, j'ai la valeur qui vaut bien. Et si je change la 30e décimale d'un paramètre, ma théorie se casse la figure. Et ça, c'est vraiment pas élégant. On aimerait bien avoir une théorie qui est stable. Si je change un peu un paramètre, ça ne change pas complètement mes prédictions. Et donc ça nous laisse penser qu'il y a un mécanisme là derrière qui nous permet de stabiliser le modèle standard. Et ce mécanisme, c'est des phénomènes nouveaux, c'est des nouvelles particules. Finalement, je vais donner un 3e exemple de pourquoi on aime aller au-delà du modèle standard, et je vais vous parler de matière noire. Donc là, il y a plusieurs hypothèses. Tout d'abord, on a toutes les observations cosmologiques, que ce soit le mouvement des étoiles dans les galaxies, le fond diffus cosmologique, etc. Et si je prends toutes ces observations, j'ai un modèle simple, qui est le modèle standard de la cosmologie, qui n'est pas le modèle standard de la physique des particules, même s'ils ont presque le même nom. Et ce modèle standard de la cosmologie, c'est le cadre le plus simple qui me permet d'expliquer tout ce que je vois dans l'univers. Il marche bien, et il me prédit, entre autres, de la matière noire. Une matière qui n'interagit pas électromagnétiquement, qui est insensible à la lumière. Si je prends le modèle standard, j'aimerais avoir une particule de matière noire. Et cette particule de matière noire n'est pas dans le modèle standard. Donc en fait, si je veux avoir une explication, entre guillemets, physique des particules à la matière noire, il me faut obligatoirement ajouter de nouvelles particules dans le modèle standard. Donc voilà les quelques questions, les quelques motivations pour aller au-delà du modèle standard. J'en ai nommé 3, mais en fait, on a toute une liste. On peut parler de la structure de la matière. J'ai 12 particules, 6 quarks, 3 électrons, 3 neutrinos. Pourquoi ne pourrais-je pas avoir un objet généraliste et chaque particule serait une facette de cet objet-là? Je pourrais unifier encore plus la théorie. On peut faire pareil avec les interactions. J'ai 3 interactions. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir une super interaction dont les 3 interactions connues sont juste une différente facette de cette interaction? On a des questions comme où est l'antimatière? On est fait de matière, l'antimatière a disparu. Pourquoi? Où est-elle? Les propriétés des quarks, des leptons, tout ça, c'est des paramètres libres qu'on fixe. Mais pourquoi cette valeur? Comment inclure la gravité? On l'a négligé, mais à la fin, on aimerait bien avoir la théorie avec la gravité. Pourquoi on vit en 4 dimensions? 3 d'espace, 1 de temps. Pourquoi pas 11? Et ainsi de suite. Donc on a plein de questions ouvertes qui font qu'on est vraiment convaincu que le modèle standard, c'est pas la fin. Et en fait, on a plein de théories qui tentent de résoudre une ou plusieurs de ces questions.
Et typiquement, on va se concentrer sur une question ou l'autre et essayer de construire un cadre théorique qui la résout naturellement bien. Et là, je vous mets quelques mots-clés, comme la supersymétrie, les dimensions supplémentaires, les modèles composites. Ce sont des grandes classes de théories qui sont étudiées depuis 50 ans maintenant. Certains depuis 50 ans, d'autres un peu plus récemment. Donc là, ça clôt la première partie de mon exposé, où je parle du modèle standard et pourquoi on veut aller au-delà. Je vais un peu présenter quelques pans de mes recherches pour vous montrer comment on va au-delà du modèle standard. Et je vais me concentrer sur le Grand Collisionneur de Hadrons du CERN. Donc on a une expérience, en fait, plusieurs expériences qui fonctionnent là et qui essayent de trouver des phénomènes nouveaux. Et moi, en tant que théoricien, qu'est-ce que je fais? J'étudie des théories au-delà du modèle standard. Donc, par exemple, comme cette équation sur ce t-shirt. Donc cette équation, c'est l'équation maîtresse de ma théorie. Ça contient le contenu en particules, qui interagit avec quoi, comment, qui est massif, qui ne l'est pas. Donc on arrive à écrire une équation assez compacte qui contient toute la théorie. Et moi, ce que je veux faire, c'est à partir de cette équation-là, assez facilement arriver là, qui est une simulation dans un des détecteurs du LHC. Je veux pouvoir aller de mon équation théorique à quelque chose qui peut se comparer directement aux données. Et avec la comparaison aux données, je vais pouvoir contraindre ma théorie, voir quelle théorie est plus plausible, quelle théorie est très contrainte, quelle théorie est complètement libre. Et puis ça nous donne des idées pour essayer de voir comment contraindre mieux ce qui est permis et avancer. Et ce qu'on a développé, on va dire depuis 20 ans, c'est toute une série d'outils numériques qui nous permet en fait d'aller quasi automatiquement de gauche à droite. Donc il suffit d'avoir un ordinateur, on va utiliser des outils les uns après les autres, comme des boîtes noires si on n'a pas envie de savoir ce qui se cache derrière, on peut les étudier si on s'est intéressé, et on arrive en fait très très facilement, et quand je dis très facilement, sur un ordinateur du commerce, ça prend 5 minutes pour aller de là à là, pas plus. Donc c'est à portée de n'importe qui. Et puis après, on peut essayer de résoudre les grandes questions. Avec la comparaison aux données, contraindre le modèle, et puis ça fait une boucle. On change le modèle exclu par un modèle qui ne l'est pas, on essaie de fitter des anomalies, et ainsi de suite. Donc là, je vais vous donner 2 exemples de résultats de travaux récents. Donc le premier exemple dont je veux parler, c'est une étude qui s'est faite dans le cadre des modèles composites. Donc le boson de Higgs, il pose problème par rapport au problème de la hiérarchie, comme j'avais mentionné il y a 5-10 minutes. Une solution de résoudre ça, c'est de dire qu'en fait, le boson de Higgs n'est pas une particule élémentaire. Il y a une nouvelle force forte, à plus haute énergie, avec des nouvelles particules élémentaires plus lourdes, qui vont se combiner. Et cette nouvelle interaction, toute la dynamique qu'elle a derrière, va prédire le boson de Higgs qu'on observe, qui est juste quelque chose qui n'est pas élémentaire, mais on ne le voit pas à notre échelle. Et ces théories composites, en quoi elles sont intéressantes, c'est dès qu'on essaie d'avoir une théorie qui est un petit peu élégante, on se retrouve avec un autre boson scalaire, donc c'est comme un boson de Higgs, mais en beaucoup plus léger. Et ça, c'est un gros problème pour le LHC, parce qu'une particule très légère, c'est associé à un bruit de fond qui est énorme. Donc on ne verra jamais les signaux associés. Et donc dans cette étude, on a essayé de construire une nouvelle stratégie d'analyse pour un futur projet de collisionneur, donc un des successeurs potentiels du LHC. Et on a étudié ce boson léger. Et donc là, on a une figure où voilà, le titre de l'axe X a disparu, mais c'est la masse de notre particule légère. Et sur l'axe Y, c'est le taux d'événement dont on s'attend à une de ces expériences futures. Et on voit que pour les signaux potentiels, on est ici, à gauche, tandis que pour le bruit de fond, on est à droite. Donc on a potentiellement une façon de séparer le signal du bruit de fond et donc d'observer cette nouvelle particule. Donc en fait, notre étude, qu'est-ce qu'on a fait, on a dit à la communauté, regardez, il y a ces machines qui pourraient arriver. Et grâce à ces machines, on pourrait essayer de voir si le boson de Higgs est composite ou non en sondant son petit frère scalaire. Et donc là, l'étude, elle est là. Ça peut motiver les expériences futures. Est-ce que ces expériences vont être approuvées ou non? On parle de millions d'euros. C'est une situation qui est globale, qui est mondiale. Et la décision, ce n'est pas les physiciens qui vont la prendre. Ça va être pas que les physiciens, c'est aussi les politiques. Mais c'est très bien d'avoir les motivations physiques pour toutes les expériences futures, pour faire le bon choix d'expérience. Comme deuxième exemple, je vais parler de matière noire. Et je vais parler d'un collisionneur, cette fois, qui existe, le LHC au CERN. Donc dans un modèle de physique des particules de matière noire, on a plein de possibilités. Il y a vraiment des centaines de modèles sur le marché. Et donc au LHC, on se concentre sur les modèles simplifiés parce qu'ils permettent de sonder ces centaines de théories en un seul coup. On va juste se concentrer sur une toute petite partie des modèles complets. Et donc là, c'est assez simple. J'ai mon modèle standard et je rajoute une particule de matière noire. Puis après, il faut quelque chose qui permette aux deux de communiquer. Donc je vais rajouter une deuxième nouvelle particule au milieu. Et ce médiateur va faire communiquer la matière noire au modèle standard. Et de ce modèle, il est super simple.
et en fait il est reproduit dans de nombreuses théories. Donc il suffit de l'étudier et on arrive à sonder plein de classes de théories en un seul coup. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc sur cette figure, on a deux masses, la masse du médiateur sur l'axe X et la masse de la matière noire sur l'axe Y. Et donc je finis juste ça. Donc chaque configuration de masse nous donne des signaux et on peut tester si ces signaux sont dans les données ou non. Et c'est ce qu'on a fait. Et tout ce qui est en dessous de la courbe orange est exclu par les données d'aujourd'hui. Tout ce qui est au-dessus ne l'est pas. Et donc maintenant, l'étape suivante, c'est essayer de voir comment arriver au-dessus de cette ligne orange. Donc j'en arrive à la fin de mon exposé. Donc je vous ai présenté le modèle standard. Pourquoi on a envie d'aller au-delà? Pourquoi c'est très intéressant d'aller au-delà? Et donc on a le LHC aujourd'hui et on a plein d'options pour le futur. Et quand je dis le futur, je parle de 2035-2040. Et mes préférés, donc commentaires très très subjectifs, sont celles en orange. Donc c'est un grand collisionneur circulaire comme le LHC, mais en beaucoup plus grand, 100 km de long, ou un collisionneur de muons, parce qu'on n'a jamais fait ça, et faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est vachement cool. Voilà, je vous remercie. Merci, c'est pas évident de présenter en une demi-heure ce que vous avez fait, bravo. J'ai une question peut-être farfelue, mais c'est sur la densité des bosons de Higgs. Si on regarde la densité des photons dans l'univers, déjà rien qu'avec le fond diffus cosmologique, il y a énormément de photons partout dans l'univers, même dans les endroits les plus paumés de l'univers. Comment ça se passe là pour le boson de Higgs qui donne la masse et je vois pas bien l'interaction avec les effets de relativité générale sur l'espace-temps, puisque ce boson est très massif. Donc, ça paraît un peu étrange. Donc la question est assez intéressante. Et pour y répondre, il y a quand même une chose qui est très importante qui différencie un photon du boson de Higgs. C'est que le photon, il est stable. Donc on en a dans l'univers aujourd'hui. Le boson de Higgs, lui, il est instable. Donc tous les bosons de Higgs qui étaient là, on va dire au temps du Big Bang, où on avait un équilibre entre les processus de création et d'annihilation, aujourd'hui l'univers s'est étendu, a refroidi, et donc tous ces bosons de Higgs ont disparu. Il n'y en a plus dans l'univers. Donc un boson de Higgs physique, il faut vraiment avoir un dispositif à haute énergie pour le produire. Donc par exemple, en collisionneur, où on va collisionner des protons qui ont une énergie très importante, comme au LHC, et qui vont permettre de produire un boson de Higgs. Mais il n'y aura pas de bosons de Higgs libres qui vont se balader dans l'univers. Merci beaucoup, Benjamin Fuchs. Alors, comme c'est le début de la première journée de Time World, je me permets de rappeler pour ceux qui ne le sauraient pas encore que chaque conférence de Time World se termine par une synthèse qui est réalisée par un synthétiseur ou une synthétiseuse. Voilà, je vous encourage à rester quand ils font la synthèse déjà et à les applaudir parce que c'est un exercice difficile. Et donc, je vais m'atteler à ma première synthèse, n'est-ce pas, de Benjamin, donc sur « Faut-il construire encore des modèles au-delà du modèle standard ?» Alors, la réponse, on l'a déjà, c'est oui. Mais encore faut-il comprendre la motivation et déjà, j'allais dire, comprendre cette question. Et c'est pour ça que tu as rappelé dans un premier temps les principales étapes de notre connaissance de la matière au cours du XXe siècle. Alors en fait, tu as noté d'emblée que pendant très longtemps, jusqu'à l'avènement du modèle standard dans les années 60-70, finalement, on a décrit la matière avec très peu de particules. D'abord des électrons, des protons, un peu plus tard des neutrons, et puis des particules un petit peu plus baroques comme le muon, etc. Mais vraiment, le florilège de particules que décrit le modèle standard n'arrive que beaucoup plus tard grâce aux accélérateurs. Donc grâce aux accélérateurs, on découvre les pions, on découvre les kaons, etc. Et le bestiaire des particules devient très complexe dans les années 50, et ça, comme tu l'as dit, les physiciens ne n'aiment pas beaucoup. Ils préfèrent avoir une vision un peu plus réductionniste et des particules élémentaires qui permettent de décrire les particules composites. Alors, c'est pour ça qu'en 1964, le modèle des quarks est établi. Donc, il va y avoir 6 quarks qui vont être observés successivement. Et puis à côté des quarks, donc, tu as rappelé qu'il y a les leptons, avec les électrons notamment, les neutrinos associés aux particules associées à l'électron. Et puis ces leptons et ces quarks décrivent toute la matière. Alors tu as dit de l'univers, mais il faut donc préciser de l'univers visible, de l'univers connu.
Et on reparlera dans un instant de la matière noire. Alors tout ça, ça ne nous donne pas encore le modèle standard. Pour avoir le modèle standard de la physique des particules, il faut ajouter les interactions. Et en plus, il faut ajouter les particules qui sont associées à ces interactions. Donc le photon pour l'électromagnétisme, le gluon pour l'interaction forte et les bosons W et Z pour l'interaction faible. Et peut-être le graviton, sait-on jamais, pour la gravitation. Donc j'insiste sur le mot, c'est une construction, n'est-ce pas, théorique, le modèle standard des années 60-70, qui a été source, tu l'as rappelé, de nombreux prix Nobel. Alors je dis 60-70, mais il faut ajouter cette grande étape de 2012, puisque c'est à cette date qu'a été découvert le boson de Higgs, même si lui-même a déjà été prédit dans les années 60 également, par Higgs, Brute et Englert notamment. Et donc, suite à la question du public, tu as rappelé qu'il faut bien distinguer le champ de Higgs, enfin pas uniquement pour le Higgs, mais en tout cas le champ de Higgs et la particule de Higgs. Distinction d'autant plus importante que le Higgs n'est pas stable et que pour l'observer, il faut des gros accélérateurs comme le LHC. Voilà, donc là nous avons le modèle standard et c'est un modèle qui marche étonnamment bien et c'est une catastrophe à vrai dire parce que quand ça marche étonnamment bien, on ne sait pas trop quoi faire à vrai dire. Ce qu'il faut c'est des anomalies pour aller au-delà du modèle standard et on en arrive à ta question, est-ce qu'il est intéressant d'aller au-delà du modèle standard? Et en réalité, oui, puisqu'il y a des problèmes, il y a des anomalies, des limites. Et vous connaissez peut-être le philosophe des sciences américain Thomas Samuel Kuhn, qui a une vision de l'histoire des sciences selon laquelle les anomalies conduisent à des crises qui conduisent à des révolutions. Alors on est peut-être à l'aube d'une crise en physique qui conduira à une nouvelle théorie BMS, BSM, Beyond Standard Model. Tu as donné quelques exemples d'anomalies comme la masse des neutrinos, la matière noire, la gravitation, ces choses qu'on n'arrive pas encore à intégrer au modèle standard. D'où l'intérêt évidemment de chercher cette nouvelle théorie. Et ça, c'est précisément ton métier. Alors la question maintenant, c'est comment faire pour créer, construire, enfin on va répéter ce mot souvent pendant ces 3 jours, comment faire pour construire ces nouvelles théories? Eh bien il faut aller du côté des accélérateurs de particules et notamment bien sûr le grand collisionneur de hadrons du CERN pour faire des collisions à haute énergie. Et puis donc il y a un nouveau projet là qui vient d'être lancé de collisionneur encore plus gros de 100 km de circonférence pour aller encore plus haut en énergie et espérer observer de nouveaux phénomènes, tester le modèle standard à ses limites et chercher de nouvelles anomalies. Alors il y a des pistes théoriques pour cela, des nouvelles forces, des nouvelles particules. Et c'est ces pistes théoriques, ce qui est très important, qui guident les expériences qui sont projetées donc pour l'avenir de la physique des particules. Et avec toute cette question, tu l'as dit un petit peu, des financements publics qui donc vont financer de tels projets. Donc voilà, cette question n'est pas complètement théorique, elle est aussi très pratique puisque ce sont des projets qui coûtent assez cher. Voilà, et puis donc en conclusion, tu as rappelé que le modèle standard, c'est la partie immergée de l'iceberg et que c'est pour ça qu'il faut continuer la recherche théorique et expérimentale. Si la physique nucléaire vous intéresse, je vous donne rendez-vous vendredi. Nous accueillerons Araceli Lopez-Martins qui se demandera s'il y a encore quelque chose à découvrir ou à construire en physique nucléaire. Ce sera ici même à 12h15, donc vendredi. En attendant, je vous propose de retrouver Benjamin pour une séance de dédicace sur les 2 ouvrages en lien avec la mécanique quantique et la supersymétrie, des exercices corrigés pour vous entraîner vous aussi à construire une théorie Beyond Standard Model. Voilà, on remercie encore Benjamin. Merci beaucoup.